qui va nous consacrer là pour expérimenter de nouvelles façons de débattre. Alors, je vous ai déjà fait travailler, puis ça va continuer. Mais avant ça, je voulais d'abord vous remercier d'avoir été aussi concentré dans ce travail de groupe, parce que du coup, vous avez vu que je suis passé entre les petits groupes et j'ai vu que dans la plupart des groupes, tout fonctionnait bien. Il y en a certains où ça a été un petit peu plus compliqué et où ça a un peu moins bien marché. Je pense que c'est toujours ça dans les groupes. Ça dépend aussi du groupe et de ce sur quoi on part. Je vous propose déjà que les rapporteurs des projets... Non, on va faire ça autrement. Le rapporteur du groupe qui a eu la meilleure idée, il faut que le rapporteur de ce groupe-là se lève. Bon, alors, les rapporteurs qui ont envie d'expliquer ce qui s'est passé dans leur groupe se lèvent. Là, ici. Il en faut au moins un ou deux, oui. Tu veux dire quelque chose ? Super. Est-ce qu'on peut passer un micro, du coup, au rapporteur pour qu'il nous lise la phrase qu'il nous lise la phrase et qu'il nous explique ce qui s'est raconté dans le groupe en 30 secondes ? En 30 secondes, c'est possible. En une phrase, non. Vous pouvez vous lever ? Mais non, je ne peux pas me lever parce que je lis mon micro. Lis son micro ? Je suis là au bout. Tout au bout, au fond. Allez-y. Et donc, le thème qui a été élu chez nous, c'est des réfugiés syriens sont prévus pour venir en France. Sur des centaines de milliers, il est prévu une 500 en France. Il faudrait donc qu'on puisse les accueillir. Et l'idée qui a été proposée et développée chez nous, c'est de mobiliser un petit groupe pour accueillir, aller voir la mairie, trouver un logement, ce qui est fait, aller trouver les écoles pour que les enfants puissent être scolarisés. La créativité, c'est besoin de changer l'image du réfugié dans la population, donc faire une pièce de théâtre ou une chorégraphie, voir un petit livre avec un éditeur local. L'idée, c'est de provoquer des émotions positives face aux émotions contraires véhiculées majoritairement. Peut être utilisé aussi le média d'un film, les eaux argentées, qui permet de faire réagir positivement les gens. Mobiliser éventuellement les chrétiens qui peuvent donner des heures de travail comme du ménage par exemple. L'optimisme que l'équipe qui accompagne fasse une fête, identifie ce que cette famille peut donner, faire de la com sur ce qu'on peut se donner réciproquement. L'effet positif que porte une expérience comme celle-là peut être vécu dans une célébration. Le jugement négatif, évidemment, c'est qu'il y a des montagnes. Alors, je crois que la salle ne trouve pas que ça soit une mauvaise idée, au contraire, mais que vous respectez pas la règle d'une phrase et ça dépasse un petit peu. Mais malgré tout, est-ce que vous avez encore un mot à dire et puis on va passer au groupe suivant. Montagne de préjugés, mais aussi l'intuition, c'est que beaucoup de gens sont malheureux de ne pouvoir faire et qu'on leur donne cette occasion. Merci beaucoup et merci au groupe qui a travaillé avec. Donc je vais demander aux prochains intervenants qui expliquent ce qui s'est passé dans leur groupe d'être plus rapides. Je crois qu'on en a un juste devant et puis après on prendra ici. Donc la boîte à dons mise en place dans un lieu public ou privé, une nouvelle convivialité. La boîte à dons. Et vous avez un exemple de boîte à dons qui est juste à la sortie, je crois que vous l'avez tous vu. L'informatique de la deuxième chance, c'est l'idée que nous avons choisie. Certaines personnes restent sur la touche
dans le domaine numérique, ce qui les handicape de plus en plus dans la vie quotidienne. Nous proposons la création d'ateliers d'initiation avec l'embauche d'accompagnateurs des apprentissages et d'ordibus, à la manière de bibliobus, dans les zones hyper rurales. Merci. Nous, notre projet concerne la création d'un poste d'animateur interlocuteur dont le rôle serait de mutualiser, de valoriser des producteurs locaux et pour une consommation alimentaire individuelle ou collective de qualité et solidaire. C'est un petit peu inspiré de l'expérience que nous avons vue de Bernard Prieur. Produire de l'énergie à la force des mollets, on peut le faire en récupérant l'énergie dans les salles de kiné, de sport, de cardiologie, dans les lieux existants ou à créer. Un vrai défi humain, écologique et technologique. Merci. Alors, vous m'excuserez, mais je ne suis pas habituellement un bon rapporteur, mais on m'a, disons, poussé à l'être. Alors, voici la discussion que nous avons eue sur la phrase « Pour se réapproprier l'essence de notre vie, ne faut-il pas avoir le courage de penser que même si on ne fait rien, peut-être que je me construis ». Peut-être. Alors, la discussion était partie sur le fait qu'une... Ah, pardon. Merci. On en prend encore un ou deux. Alors, créer une école de consommateurs, informer des habitants sur la consommation, en particulier l'alimentation et l'énergie, en s'appuyant sur une association locale existante qui peut être rattachée à un réseau national. L'exploitation par des bénévoles du temps libéré par l'éducation nationale, donc le temps périscolaire, dans le but de former les enfants à une véritable vie démocratique. S'approprier les espaces les plus banals, insolites ou abandonnés de la ville ou du quartier pour en faire des espaces de vie. Merci. Alors nous, on a indiqué donc s'appuyer sur des établissements scolaires pour travailler avec le projet éducatif de territoire et d'espace pour faire de la démocratie participative avec les jeunes. Redynamiser le lien social dans le quartier des Santes au Lilas, dans un quartier de grand ensemble, en revitalisant l'association de quartiers existantes et en créant des liens avec d'autres partenaires. Donc ça serait s'appuyer sur les ressources de chacun pour créer du lien social interculturel et développer l'estime de soi par des ateliers ou des échanges, cuisine, bricolage, informatique, au départ en petit. Et puis, on dirigerait prioritairement l'action vers les enfants, soutien scolaire, garde d'enfants, et en insistant aussi pour sensibiliser les retraités, pour leur redonner une utilité sociale à travers aussi ces... Voilà, Merci. On en prend deux derniers, puis après on arrête. Je sais que c'est frustrant pour les groupes qui ne peuvent pas témoigner. On prend peut-être trois. Je vois qu'il y a deux mains qui se lèvent, une au bout à gauche, et puis une au fond à droite, et puis monsieur, allez-y. À partir d'une expérience vécue, le thème était le café-partage, et c'était créer des lieux de dialogue et de convivialité pour aborder les complexités du monde, en s'appuyant sur une simplicité de mise en œuvre. Oui, le projet s'intitule « Des jardins publics comestibles ». Il se définirait ainsi: nous, citoyens, nous proposons la création, à l'intérieur des espaces publics existants, de nouveaux jardins potagers et vergers,
formant des espaces à visée environnementale, créateurs de liens sociaux, de convivialité avec une dimension pédagogique. Merci. Je vous invite à voir les incroyables comestibles sur ce sujet. Pour des personnes qui ne peuvent pas réaliser les démarches sur Internet ou accéder à ces types de services, c'est proposer un service d'assistance numérique qui soit surtout l'occasion de créer du lien et de la convivialité dans les communes. Ok. On en prend un dernier. Alors, créer une bourse du temps, c'est-à-dire l'échange de temps disponible qui peut être vu comme moyen de créer du lien, de la reconnaissance, du don, de la réciprocité dans le don. Il peut être créateur d'égalité, d'appartenance et fédérateur. Super. Est-ce que je frustre quelqu'un si on s'arrête là ? Bon, alors allez-y. Alors, habitat partagé, parce qu'il nous semble capital de décider de notre avenir nous-mêmes, dans l'idéal intergénérationnel. Ce projet nous semble souhaitable dans le cadre de la prise en compte du bien commun. La solution est intéressante, mais nous ne maîtrisons pas encore tous les enjeux et toutes les perspectives. Le processus demande du temps d'approfondissement. C'est surtout aussi qu'on se sent encore un peu trop jeune pour s'embarquer là-dedans. Alors voilà, je vous remercie et je remercie tous les groupes qui ont travaillé là-dessus. Il y a plusieurs fois la question qui m'est revenue, donc je vais répondre à la question ici. Qu'est-ce qu'on fait de ces idées ? Donc l'idée, c'était ici avant tout d'expérimenter un processus. Et je vais revenir sur le processus dans un instant. Mais si jamais ce processus a créé une idée que vous ne voulez pas lâcher, est-ce que je comprends bien, ce que je vous invite à faire, c'est d'abord de vous l'envoyer au sein du petit groupe par email. Pourquoi pas de la continuer entre vous et pourquoi pas de la porter au sein des structures dans lesquelles vous êtes déjà engagés ou de structures qui portent déjà ce type d'idées et de rejoindre ces associations souvent qui peuvent porter ce type de projet d'habitat partagé, d'incroyables comestibles, etc. Si ce n'est pas déjà le cas, parce que j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup de porteurs de projets parmi vous. Ce qui est aussi possible, je crois qu'il y avait certaines idées qui voulaient se proposer directement à l'association des Amis de la Vie, donc pourquoi pas aussi l'envoyer à l'association et la proposer au sein de l'association. Voilà. Après, ce que je vous propose, c'est de revenir assez rapidement sur le processus en lui-même. L'intérêt de cette méthode, finalement, des 6 chapeaux, c'est de changer de posture, c'est-à-dire de faire un pas de côté. Naturellement, on va avoir, en fonction de qui on est, tendance à trouver directement une idée absolument géniale et mettre le chapeau jaune et voir le positif, ou en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est et de l'humeur dans laquelle on est, quand quelqu'un va nous proposer une idée, de directement voir le négatif et de mettre le chapeau noir. Là, cette méthode elle permet surtout de passer par les différents états et de changer de regard sur un même objet qui est au centre, sur une même idée ou un même projet, pour le faire améliorer en questionnant la tête, mais aussi le cœur, en questionnant le sourire, mais aussi ce qui risque de poser problème. Et donc voilà, c'est ça l'intérêt de cette méthode. Elle s'appelle donc la méthode des 6 chapeaux. Celui qui l'a créée, c'est Édouard Debonneau, et plusieurs personnes m'ont demandé d'envoyer par mail le schéma. Donc on va trouver une solution pour l'envoyer. Voilà, on va le mettre en ligne au moins pour que vous puissiez retrouver cette méthode qui est assez documentée. Hein. Si vous tapez les 6 chapeaux dans Google, vous allez trouver assez rapidement. C'est assez documenté. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'expérimenter une autre méthode. Alors avant, j'avais quelques photos, quelques images que j'aime bien, que je voulais vous montrer, parce que la prochaine méthode que je vous propose d'expérimenter, on va rester tous ensemble, donc ça va être une méthode en grand groupe, ça s'appelle un débat mouvant, et on va être debout. Alors, histoire de ne pas être debout trop longtemps, je voulais juste vous montrer quelques images qui reviennent un peu sur ce qu'on a pu se dire dans la journée sur les questions de gouvernance, de démocratie et de politique. Ça, c'est une image du fonctionnement pyramidal à gauche, où on voit que tout en haut, il y a une tête couronnée qui a un grand sourire, parce qu'en effet, il est content d'être en haut et d'avoir le pouvoir. Et puis, plus on descend dans les échelons, plus c'est compliqué, parce que plus il y a lourd à porter.
Et donc, à droite, le fonctionnement en réseau, où là, il n'y a plus vraiment besoin de chef, parce qu'on est dans une logique de pair à pair et dans un échange bien plus horizontal ou en cercle. Alors, évidemment, c'est schématique, c'est caricatural, mais ça représente bien, pour moi, le passage d'une société très structurée et très verticale à une société qui devient de plus en plus dans ces logiques de réseau. Et on peut passer à l'image suivante. Alors là, on a 2 gants de boxe. Et on a un petit peu, pour moi, ça représente l'intelligence collective à gauche, qui, je pense, nous permettra d'être plus forts que la force brutale à droite. Et je trouve que cette image est assez parlante d'utiliser le cerveau. Je pense qu'il faudrait peut-être même rajouter un cœur quelque part et pas utiliser que le cerveau, mais aussi ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est pour moi ce qui est en train de changer aussi, c'est que de plus en plus on peut compter sur des logiques d'intelligence collective, que notamment le niveau d'éducation, mais aussi le numérique, permet de mobiliser de l'intelligence collective plutôt que de compter simplement sur des experts et sur une démocratie de l'expertise. L'image suivante. Alors ça, il y a un gros bouton. En fait, c'est sur un passage piéton que j'ai vu ça, avec un gros bouton pour cliquer, pour appuyer, demander à traverser. Et en fait, quelqu'un a mis une image avec marqué Reboot Universe, ce qui veut dire relancer l'univers, recharger l'univers, repartir de zéro. Ce que je trouve de symbolique dans cette image, c'est un peu le pouvoir d'agir, ça symbolise le pouvoir d'agir que tous les citoyens de plus en plus peuvent avoir. Ça symbolise aussi, de manière peut-être plus négative, le fait que notre société est peut-être au bord de l'implosion ou de l'explosion, on n'en sait rien, mais on va sûrement en parler dans le débat mouvant. Et je trouve assez symptomatique aussi le fait de s'approprier, se réapproprier l'espace public pour faire ce type de décalage et faire ce qu'on peut appeler du street art, de l'art de rue, ou de faire des œuvres comme ça in situ. Voilà, c'était quelques images que je voulais vous montrer. Et la dernière, c'est tout simplement la méthode pour être heureux. Alors c'est dommage pour ceux qui sont au fond, parce que vous ne pouvez pas la voir, mais je vais vous la décrire quand même. La méthode pour être heureux, elle est assez simple. Alors là, il y a un zoom. C'est d'abord de se poser la question si vous êtes heureux. Si vous êtes heureux et que la réponse est oui, on peut descendre. Et ça dit continuez à faire comme vous faites, parce que ça risque de continuer comme ça. Par contre, si la réponse est non, il y a une autre question qui arrive, c'est est-ce que vous voulez être heureux? Alors si la réponse est non, continuez à faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas être heureux et si vous ne le décidez pas à un moment, ça ne sert à rien de chercher à l'être. Par contre, si oui, vous décidez d'être heureux, là, il suffit de changer quelque chose. Et puis, on revient à la question du haut, êtes-vous heureux? Et donc, c'est par le changement, c'est par le fait d'essayer d'améliorer en continu. C'est ça la recette du bonheur. Ne pas hésiter à se lancer et essayer de changer les choses et à être dans l'action. Je pense que ça résume bien un peu tout ce qu'on a pu se dire ce matin aussi sur le citoyen qui est acteur. Et c'est quelque chose dans le Tour de France que j'ai fait qui résonnait très fort. C'est les gens qui avaient la gentillesse de me prendre sur le bord de la route. Quand ils étaient pas en action, quand ils étaient dans une logique attentiste, ils disaient les politiques font pas ceci, font pas cela, la société va pas bien. Je sentais plutôt des énergies négatives et cette impression d'être dans le tunnel sans voir le bout du tunnel et d'être dans le négatif. Dès que quelqu'un était en mouvement, dès que quelqu'un était en projet, dès que quelqu'un était dans une logique d'acteur, là on rentrait dans une spirale positive et on rentrait dans une logique bien plus des énergies bien plus positives. Et donc ça aussi, je trouve que c'est quelque chose c'est un des enseignements de ce Tour de France qui m'a marqué, c'est que le fait d'être acteur, au-delà de la réalisation concrète de l'action, quand on est sur le chemin de l'action, il y a aussi des choses qui se passent et c'est ça qui est intéressant. Voilà sur les quelques images que je voulais vous montrer avant de commencer le débat mouvant. Alors qu'est-ce que c'est qu'un débat mouvant? C'est une manière de débattre à beaucoup de monde, ça tombe bien, on est beaucoup, et de débattre avec notre corps.
qu'est-ce que ça veut dire débattre avec son corps? Ça veut dire débattre en se plaçant par rapport à une idée ou à une proposition ou une phrase. Donc je vais vous dire des phrases, et en fonction de ces phrases, si vous vous sentez complètement en accord de cette phrase, je vais vous demander de vous mettre sur votre droite, donc sur ma gauche de la salle. Si vous êtes vraiment d'accord, vous touchez presque la bâche qu'il y a sur le côté. Si jamais, par contre, vous n'êtes absolument pas d'accord avec la phrase que je viens de dire, vous vous mettez de l'autre côté, sur votre gauche, sur ma droite, et vous touchez la bâche. Il faut qu'il n'y ait personne dans le milieu, parce que là, on peut pas être... il faut choisir. Il y a un moment, on ne peut pas être un pied d'un côté, un pied de l'autre. Alors attendez avant de vous lever, je vous dirai quand ça sera bon. Pour l'instant, continuez à m'écouter. S'il vous plaît. Et du coup, l'idée, c'est que vous pouvez quand même graduer un petit peu, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes complètement pas d'accord, ne pas toucher la bâche, mais être un petit peu plus en avant, et l'inverse est vrai aussi du côté d'accord. Ce que je vais après, ce qui va se passer, c'est que je vais donner la parole à certains qui ont décidé d'être complètement d'un côté ou complètement de l'autre, et ils vont pouvoir expliquer pourquoi ils se sont mis là. Pourquoi est-ce que je suis entièrement d'accord avec ça ou pas du tout d'accord avec ça. Et si jamais vous, en entendant cet argument, en entendant cette explication, vous dites « ça me touche, je trouve qu'il a raison de s'être mis de ce côté-là », vous pouvez changer de côté ou vous pouvez vous déplacer pour montrer que « ah ouais, là l'argument me touche et donc ça me pousse à changer de côté ». Et à l'inverse, si jamais vous étiez à côté de cette personne qui vient de prendre la parole, qui vient d'expliquer pourquoi, et dit « ah ben non, mais moi je trouve que cet argument n'est pas du tout bon et c'est pas pour ça que je me suis mis là », vous vous éloignez de lui et vous allez vous mettre plutôt de l'autre côté, donc ça permet de changer. Ce que permet cette méthode, ça permet de voir, quand il y a un argument qui est donné, à quel point cet argument a de l'impact. Si on voit qu'il y a un gros mouvement de foule qui s'éloigne de cet argument, on va se rendre compte que cet argument, il ne faut pas l'utiliser parce qu'il n'a pas d'impact. Au contraire, il va plutôt repousser les gens. À l'inverse, si l'argument qui vient d'être donné, il fait venir beaucoup de gens à lui, ça voudra dire que, a priori, c'est un argument qui marche bien et qui a de l'impact. Est-ce que ça vous va d'essayer cette méthode? Alors, attendez encore avant de vous lever. Ce que je vous propose, c'est que vous avez remarqué que vous êtes assis sur des chaises et que ça va être compliqué de faire cet exercice avec des chaises. Donc, je vous demande de mettre les chaises en tas comme ici, ou de les mettre sur le côté, et de faire ça avec les chaises sur le côté. Il ne faut pas qu'on se prenne de chaises. Donc il faut que toutes les chaises soient sur le côté avant de commencer l'exercice. Alors c'est parti. Que je mette un truc. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Vous savez plus. Est-ce qu'il faut qu'on vous obéisse? Qu'on donne la parole. Ouais, qu'on donne la parole. À gauche ou à droite? Ouais, c'est ça. D'accord. Écoutez, la parole à gauche. Si vous êtes allé dans ma ville. Non, je sais pas, c'est quelle ville? Corrèze, Malmort. Non. Rive non plus. Non. Oh, dans le dommage. plus haut, plus Vienne et Corrèze. Est-ce qu'il faut qu'on voit un ici? Moi, je vais rester en haut pour voir. Est-ce que vous vous souvenez de quel côté j'ai dit d'accord et pas d'accord? Oui. Alors d'accord, merci. Non, je peux faire ça. On va tomber là. Alors, on va faire un petit essai. Sans prendre de phrases, mais juste pour savoir si vous avez bien compris l'exercice. Donc je vais dire une phrase, et si vous êtes d'accord, vous allez vous mettre par ici.
Si vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous mettre par là, ok? Donc, est-ce que vous êtes... Donc, oui et non. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici? Bon, les universités d'été semblent être un succès. Bravo. Ah, pardon. Alors, est-ce qu'on peut passer le micro au monsieur? A priori, c'était pour soulever un tollé général, mais ça n'a pas eu cet effet-là. Alors, je pense que vous pouvez revenir au milieu et je vais poser une autre question. Cette fois, qui va être un petit peu plus clivante. Nous vivons en démocratie. Nous vivons en démocratie. On n'a pas le droit de rester sur la ligne du milieu. Il faut, quand vous êtes d'accord, vous vous mettez de ce côté-là. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous vous mettez par ici. Alors, bon, il y a des gens qui sont un peu trop au milieu, mais je sens que c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui est d'accord. On va donner la parole à une personne qui n'est pas d'accord pour voir un petit peu quel argument fait que, d'après lui, on ne vit pas en démocratie. Je pense qu'on ne vit pas en démocratie parce que nous sommes dans une dictature entre deux élections. Alors là, restez où vous êtes, sauf si vous n'êtes pas d'accord avec votre propre argument, mais sinon... En fonction de cet argument, si jamais vous vous sentez touché par cet argument, vous pouvez vous déplacer vers lui. Si à l'inverse, des gens qui sont autour disent « Ah non, ça, cet argument, je ne suis pas d'accord », vous pouvez rejoindre plutôt l'autre côté. Bon là, il n'y a pas vraiment de mouvement. On va prendre Ah si, il y a un peu de mouvement. On va prendre une autre... Allez-y, monsieur. Micro, ouais. À mon avis, la démocratie est incompatible avec l'égoïsme. Or, j'ai l'impression de vivre dans une égocratie. Un petit peu de mouvement, Moi, je veux qu'on passe la parole à une personne qui est plutôt du côté pour. Alors, allez-y, madame. Je me trouve en démocratie parce que j'ai vu trop de pays où les gens n'osent même pas parler à leurs voisins de peur d'être... Ah. Alors, là, on a un argument qui semble bien marcher. Il y a personne, tout le monde a applaudi, personne n'est vraiment parti de ce côté-là. Et puis, il y en a même pas mal qui ont rejoint ce côté. Donc, l'argument, quand on parle de la démocratie, de dire c'est pire ailleurs quand même. Soyons quand même relativement contents de ce pourquoi on s'est battu et de ce qu'on a obtenu. Est-ce que quelqu'un veut dire dans les contres? Je vois il y a 2-3 personnes. Je crois que même dans les pires dictatures, les gens finissent par réussir à se parler, créer des marchés noirs ou des réseaux de résistance. Donc il n'y a pas de moment où le silence est total. Juste derrière, un autre argument. Si la question avait été « sommes-nous en dictature ?», je n'aurais pas été du côté du oui. La question était « sommes-nous en démocratie ?» Et pour moi, nous sommes dans une oligarchie, donc ce n'est pas une démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une oligarchie ? Eh bien, à l'image de ce que peut dire par exemple Étienne Schwartz, nous avons perdu notre souveraineté. Notre souveraineté a été remise dans la main d'élites qui ne sont plus à l'écoute du peuple. Et donc, de ce fait, la démocratie ne fonctionne plus. Donc, le pouvoir des élites. Est-ce que c'est un argument de démocratie pour moi? C'est un argument qui semble bien marcher. Il y a pas mal de monde qui se déplace en disant c'est vrai qu'on est sur un pouvoir des élites. Encore du côté contre. Du côté on n'est pas en démocratie. Allez-y, monsieur. Ah, pardon. Je crois que quand on a bien écouté François Morin, on commence à comprendre que la réalité du pouvoir n'est plus du côté des élus et que le principe de l'élection, s'il mérite d'être conservé, ne suffit pas à pouvoir parler de démocratie. Puisque les élus ont cédé le pouvoir
à l'oligarchie. Financière, c'est ça? Financière. D'accord. Attention, vous êtes au milieu. Donc là, il y a du monde qui se déplace. En fait, c'est pas forcément l'institution et le pouvoir politique qui a le pouvoir réellement. Finalement, c'est le pouvoir de l'argent. Et donc, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie quand le pouvoir de l'argent a tant de pouvoir? C'est ça un peu, si je résume l'argument. Ça, c'est un argument qui a à peu près bien marché. On n'a pas encore eu de gros mouvements de foule où tout le monde s'est déplacé d'un côté ou d'un autre. On n'est pas obligé d'en avoir. Mais on sent qu'il y en a qui marchent plus ou moins bien. Et regardez le nombre qu'on est par rapport au départ, c'est bien plus équilibré. Est-ce que du côté de pour, on est en démocratie, il y a d'autres arguments qui n'ont pas été donnés, qui veulent être donnés? Allez-y. Je pense que la démocratie, c'est comme une échelle à plusieurs barreaux. Nous ne sommes pas par terre, nous sommes sur le premier barreau. Donc on est en démocratie, mais c'est perfectible, quoi. Exactement. Vous montez un barreau. Pour moi, tant qu'on a une justice indépendante, on est encore en démocratie. Est-ce qu'il y a d'autres arguments, des familles d'arguments qui n'ont pas été donnés d'un côté ou de l'autre? Oui, madame, là-bas. Une référence historique, quand Sieyès, au moment de la Révolution, a dit qu'on créait une forme d'État représentatif, où on élisait des représentants, mais qu'on n'était pas dans un État démocratique, et il ajoutait « heureusement ». Alors en effet, c'est l'abbé Sieyès qui disait on ne va pas créer dans un système démocratique, et la France ne saurait l'être. Donc il voulait, les pères de la Révolution n'ont pas voulu créer une démocratie, on appelait ça démocratie après. Donc il y a un argument historique un peu, mais qui ne semble pas faire bouger grand monde. Est-ce qu'il y a d'autres arguments d'un côté ou de l'autre qui n'ont pas été évoqués? Alors attendez, monsieur au bout d'abord, et puis après ici. Si la question avait été est-ce que la démocratie fonctionne bien? Je pense qu'on aurait tous été là-bas. Mais la question a été est-ce qu'on est en démocratie? Donc on est toujours en démocratie, quels que soient les arguments contre. Une démocratie qui ne fonctionne pas bien du tout. Mais on est en démocratie. Ah. Bravo. Alors, un argument qui fait déplacer les foules. Merci, monsieur. On a un autre argument. Moi, je dirais que quand les 40% d'abstention vont nous envoyer le Front National partout, là, je ne serai plus en démocratie. Donc, l'argument de ça pourrait et ça risque d'être bien pire. Je m'excuse, je viens de Suisse, donc je vois ça avec une certaine distance. Et je me demande comment vous pouvez encore avoir un réel choix démocratique dans les prochaines élections présidentielles. Si j'étais français, vraiment, je me sentirais très très mal. Encore un argument du côté des contre? Oui. Alors attendez, il faut répéter l'argument suisse d'abord. Je vais le compléter, j'allais dire la même chose. Alors allez-y. Moi j'ai des amis qui habitent en Finlande, des amis qui habitent au Danemark, j'ai pas l'impression d'être en démocratie par rapport à la façon dont ça fonctionne dans leur pays. Donc les référents extérieurs m'ont fait me mettre complètement à gauche. Si je n'étais qu'en France avec ma connaissance de la France, je serais sans doute resté là. Mais maintenant je ne l'accepte plus. Donc quand on regarde le fonctionnement de démocratie avancée, on ne peut pas se dire qu'on est en démocratie en France. C'est ça. Bon, ça ne fait pas bouger grand monde, ce n'est pas un argument qui... mais très bien. Oui, je ne sais pas quel homme politique a dit que le système démocratique était le plus difficile à manager. Donc c'est pour ça que la démocratie sera toujours à être perfectionnée. Alors il y a Winston Churchill qui a dit la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Je crois que c'était un peu cette phrase-là. Alors, si vous avez déjà donné un argument, sauf si c'est vraiment quelque chose de différent, mais sinon on va pouvoir passer à une autre phrase. Là, ça reste un peu, on reste un peu sur les mêmes mouvements. Est-ce qu'il y a un argument qui n'aurait vraiment pas été donné? On sent qu'il y a des arguments qui reviennent. Et
ça s'est rééquilibré un peu comme au départ. Beaucoup de monde disent oui, on est en démocratie, même si j'entends bien c'est extrêmement perfectible, mais on est sur le premier échelon de la barrière, et d'autres qui disent non, c'est vraiment pas une démocratie, c'est vraiment pas le pouvoir est vraiment pas entre les mains des citoyens. Bon, on s'arrête. Ah non, il y avait encore un dernier argument. Allez-y, monsieur. Oui, Dernière chance pour faire venir tout le monde de moi, votre côté. Actuellement, et depuis très longtemps, la Constitution de la Ve République nous amène à être en monarchie parlementaire. C'est tout. Alors merci pour ce premier débat mouvant. Je vous propose qu'on travaille une autre phrase d'un autre type. Alors vous pouvez revenir au milieu. Non, on va pas perdre le temps. Alors, la phrase est « Il faut se changer soi-même avant d'essayer de changer le monde. Il faut se changer soi-même avant d'essayer de changer le monde. » Alors, vous êtes très majoritairement d'accord avec cette phrase, mais on a quelques îlots de désaccord à qui je propose qu'on donne la parole. Bon, moi, je suis terrifié parce que je me dis, comme c'est très difficile de se changer soi-même, on risque de ne plus rien changer à tout le reste. Ah. Alors, une phrase que je voulais dire demain et je l'ai dit aujourd'hui, c'est un texte de Jung. Si je veux pouvoir payer mon écho au monde, je dois travailler sur mon développement personnel. Mais si je veux travailler sur mon développement personnel, je dois payer mon écho au monde. Voilà. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Est-ce que si j'essaye de résumer ce que j'ai compris, ça veut dire il faut faire les deux en même temps. C'est-à-dire que Voilà. c'est pas essayer de se changer avant d'essayer de changer le monde, c'est Même pas les deux en même temps, mais chacun est la condition de l'autre. chacun est la condition de l'autre. On ne peut C'est-à-dire pas je se ne peux me changer moi-même que si je participe au monde, et je ne peux participer au monde que si je travaille sur moi. Bon. Alors, moi, je dirais un peu ça aussi. Ah, si vous applaudissez, vous pouvez si c'est-à-dire- l'argument vous convainc. On ne peut pas changer les autres, on ne peut que changer soi-même. Mais si on attend d'être changé complètement pour changer le monde, on ne bougera jamais. Donc il faut faire les deux en même temps. Mais c'est la même chose. Alors, je répète la phrase parce que je sens qu'il y a un doute sur la phrase. Il faut se changer soi-même avant d'essayer de changer le monde. Oui, il faut se changer soi-même avant d'essayer de changer le monde. Non, il ne faut pas se changer soi-même avant d'essayer de changer le monde. Moi, je vais bûcher le paradoxe. Je vais dire il faut être soi-même avant d'essayer de changer le monde. Mais attention, dans être soi-même, c'est pas n'importe quoi non plus. Hein. Il ne faut pas que vous changiez la question de base. Il faut que vous essayiez de trouver... Encore une fois, pour relire la question ? Ok. Il faut se changer soi-même avant d'essayer de changer le monde. Un argument de ceux qui sont de ce côté-là, s'il vous plaît. Monsieur au bout. C'est la question de l'alignement et de la cohérence de soi-même, faire quelque chose qui aille dans le sens de ses idées et être en cohérence avec elles. Et changer le monde, ça veut dire inévitablement que des personnes doivent changer de posture, donc je ne peux pas demander qu'elles changent si je ne suis pas capable de commencer par prendre ce chemin. On a un argument de l'autre côté. Cette phrase est absolument passionnante parce que souvent le contraire d'une phrase juste, c'est une autre phrase juste. Je vais essayer. Je vais vous dire comment j'ai entendu la phrase, surtout maintenant que le débat avance. Si je dois, il faut se changer
avant d'essayer de changer le monde. Si nous sommes beaucoup à faire ça, une petite minorité extrêmement active qui va se changer complètement pour changer le monde, eh bien, je pense à des sectes, je pense aux bolcheviks, je pense au Qatar, je pense à beaucoup de choses. Le risque du fanatisme n'est pas totalement absent. Je dis bien que ce n'est pas ce à quoi vous pensez, mais la leçon de l'histoire me font penser que si on pousse trop cette phrase, il faut se changer complètement, les fameuses minorités d'avant-garde, avant de changer le monde, ça peut devenir le meilleur comme le pire. Madame, au milieu, vous êtes du côté... Je suis là, oui. Quand on connaît la difficulté et la lenteur de se changer soi-même, est-ce que chercher à se changer avant de changer le monde n'est pas un appel à l'inertie? Bon. La preuve. Allez-y. À moi ? Alors moi, je suis très imparfaite et je pense que je mourrai très imparfaite, mais que si je trouve des imparfaits qui me complètent, je pense qu'on pourra changer le monde. Ah, ceux qui applaudissent, allez-y, vous pouvez changer. Hein. Faut voir comment les arguments... Ah. Moi, je pense aussi qu'il y a une question de logique. La négation de avant, c'est pas après. Donc, c'est pour ça que je me suis mis ici. Donc, je répète la phrase par rapport le avant, le après. Il faut se changer soi-même avant d'essayer de changer le monde. Donc moi, je me mets ici parce que non, ça veut dire pas. Ça veut pas dire après. Ça veut dire autrement. Ça peut dire en même temps, ça peut dire autrement. Mais certainement pas. Ah, c'est trop. Le avant est trop radical. Donc c'est ça, c'est une question de logique. La négation du non, c'est pas toujours le oui et vice versa. alors, si jamais je transforme la phrase en « il faut se changer soi-même pour changer le monde », c'est plus la même phrase. Je vais faire rire. Et donc vous vous déplacez. Donc c'était le avant qui... D'accord. Pas tout le monde. Alors Bénédicte voulait dire quelque chose. Je suis là. Il y en a deux, Bénédicte, non ? Oui, mais allez-y. Eh bien, je dis que si on était en démocratie participative, étant donné que vous nous avez dit de nous lever tous et qu'on n'avait pas du tout envie, eh bien, nous ne sommes pas en démocratie participative. Alors, vous avez le droit de vous rasseoir, vous n'êtes pas obligé de participer à ce jeu. Et la question n'était plus sur la démocratie, mais sur changer le monde. Mais merci quand même de l'avoir dit et de l'avoir exprimé. Moi, je dirais que l'université d'été, c'est vraiment un endroit où on apprend à se changer soi-même et on apprend à changer le monde aussi. Moi, je crois qu'on est vraiment ici dans un exemple de changement de soi-même. Super. Bon, alors, c'est une bonne conclusion. Alors, on en prend une dernière et puis après, on va passer à une autre phrase. Il y a une dizaine d'années, on est venu me chercher pour un service d'église. Ma réponse a été de dire « j'en suis pas capable, j'ai plein de limites ». J'ai accepté finalement, j'ose, et finalement c'est ce service qui m'a changé. Alors c'est en essayant de changer le monde qu'on se change soi-même, d'une certaine manière. Alors, je vous invite à revenir à... Ah ça fait bouger du monde, ça. Super. Bon, allez-y, monsieur, je prends mais c'est le dernier, hein, j'arrête après vous. Allez-y. C'est pas Sénèque qui a dit « Sois le changement que tu veux pour le monde ». Bon. Alors, revenez au milieu, et je prends une autre phrase. Il nous reste, je vous donne un peu une notion du temps, parce que je sais qu'il fait chaud et qu'on est debout. Encore un quart d'heure et après, commencez à réfléchir à des phrases, parce que je vais vous demander à vous de me proposer une phrase clivante que vous avez envie de travailler à certaines personnes. Donc, mais pour l'instant, on reste sur une phrase que je propose moi. Alors, notre monde court droit à la catastrophe. Vous êtes d'accord, vous allez par ici. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez par là. Notre monde court droit à la catastrophe. On n'a pas le droit de rester au milieu.
Faut choisir un côté. Ah oui, monsieur. Bon, je dirais oui, mais... S'il vous plaît, on écoute. Mais je trouve que nous sommes quand même piégés par ce oui ou non. Parce que le monde court, je crois, à la catastrophe, mais je crois qu'on peut l'en empêcher encore. Voilà, je crois peut-être, je ne sais pas, et j'espère d'une certaine façon que je ne verrai pas, mais je crois que c'est là notre espérance de chrétien, parce que moi, il y a Isaïe qui, il y a très longtemps, a dit « De leurs épées, ils feront des socs de charrues pour labourer la terre, on ne fera plus la guerre. » Et bon, donc je crois que c'est là notre espérance de chrétien, et de ne pas sombrer dans la désespérance. Oui. Oui, l'homme est plus grand que lui-même. Oui, il faut lui faire confiance. Armelle, est-ce que la question, c'est actuellement, est-ce que si rien ne change, est-ce que le monde court à la catastrophe? Alors, parce que si on s'interroge au moment T aujourd'hui par rapport aux efforts qui ont été entrepris, est-ce que on peut ou non courir à la catastrophe? La phrase est uniquement, notre monde court droit à la catastrophe. Et je comprends qu'on puisse l'entendre, soit oui, tout de suite, maintenant, soit non, finalement, pas tant que ça. Mais la phrase n'est pas plus longue et plus compliquée que notre monde court droit à la catastrophe. Après l'université des de la vie, certainement que tout va aller beaucoup mieux. Mais pour le moment, tant que c'est pas terminé, tant qu'on n'a pas tiré les leçons, je pense que... Alors, allez-y devant, et puis il y a Dominique derrière après. Si on est convaincu que le monde court droit à la catastrophe, je me demande un peu ce qu'on est venu faire ici. Juste une petite précision méthodologique sur le jeu. L'idée n'est pas forcément que ça reste complètement le camp du oui et complètement le camp du non. C'est-à-dire que si jamais l'argument vous touche, vous pouvez vous rapprocher de cet argument, donc, sans forcément dire que vous avez complètement changé de camp. C'est aussi pour voir quels arguments sont les plus touchants. Et donc, même si vous dites bon, j'hésite encore, vous avez le droit de vous rapprocher d'un argument. Voilà. Je ferme la parenthèse méthodologique. Dominique. Je pense que nous avons déjà vécu de grandes catastrophes qui ont eu lieu du jour au lendemain, comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième. Et deuxièmement, il y a des pays aujourd'hui, et des États, et plein de gens qui sont dans une catastrophe déjà. Donc nous sommes déjà en situation de catastrophe. Peut-être que nous ne l'expérimentons pas, mais le monde est déjà dans une situation de catastrophe. Une catastrophe pas définitive, mais en état de catastrophe, oui, je pense. C'est vrai que la question était le monde et non pas la France. Hein. La question posée est un présent. Et aujourd'hui, on peut dire que le monde court à la catastrophe. Le futur, on ne le connaît pas. Mais on est au présent quand on dit le monde court à la catastrophe. Moi, je veux bien que notre monde court à la catastrophe, mais je ne le vois pas courir tout droit. Moi, je peux vous dire que tous les mois, le dernier mardi du mois, à Toulouse, il y a un cercle de silence qui se réunit et que ce cercle de silence a pour but d'obtenir que les sans-papiers aient des papiers et contre le centre de rétention de Cornebarieux. Alors, quand vous me dites qu'on va à la catastrophe, moi je dis non, parce que tous les mois, tous les derniers mardis du mois, on est là, une cinquantaine, une centaine, et que les gens qui nous voient autour de ces panneaux nous disent « Et qu'est-ce que vous faites là ?» Alors moi je leur dis « Eh bien, allez voir le petit panneau, il y a marqué dessus pourquoi on est là, et c'est un cercle de silence. On dit rien, mais on est là, et on reste là. Voilà. » Il y a des gens qui se bougent. C'est ça que j'entends, c'est qu'il y a des gens qui se bougent.
Je crois que l'échéance à laquelle 1% de la population mondiale détiendra 50% de la richesse de notre planète, c'est fin 2016, je crois. Donc fin 2016, à l'échelle, à la vitesse à laquelle les inégalités grandissent aujourd'hui. Fin 2016, je crois qu'1% de la population mondiale détiendra 50% de la planète et les 99% de la population n'auront plus que les 50% restants. Et ça, c'est une catastrophe. Il est déjà avéré que la planète aura en moyenne plus de 2 degrés de plus qu'aujourd'hui. Et on essaye évidemment de la limiter avec la conférence de décembre, mais ça pourrait être 3, 4. Il faut savoir que ce qui sépare l'ère glaciaire de nous, c'est 5 degrés. Donc la catastrophe, on y va dedans, ça continue si on ne fait rien. Oui, mais alors moi, je pense qu'on n'y va pas parce que je crois en l'homme et je crois en Dieu. Madame en blanc au bout. Oh, allez-y, monsieur. À qui ? Moi, je dirais aujourd'hui, je crois à l'espérance et je dirais notre monde ne court pas à la catastrophe, c'est leur monde qui court à la catastrophe et je n'en veux pas. Alors, moi. Alors, il y a d'abord une personne ici, allez-y. Alors, est-ce que des millions de chômeurs partout dans le monde et des endroits où les jeunes, il y a 9 jeunes sur 10 qui n'ont pas de travail, ça n'est pas une catastrophe et ça n'est pas la source d'une grande misère et de beaucoup de souffrance? Alors, moi, je trouve que dans le monde, comme en moi-même, il y a la vie et la mort. Et que les deux se battent, se cherchent la place. Alors si tout à l'heure on a dit il faut attendre de se changer et après on va s'occuper du monde, là on va à la catastrophe. C'est mon avis. Par contre, si on est là ensemble, c'est parce qu'on a quand même une certaine foi, une certaine espérance en l'homme et dans la possibilité de changer les hommes et de changer les choses. Et c'est comme ça qu'on va et à la fois se changer et changer le monde. Sinon, ça va à la maison, on se replie sur soi, on déprime ou on s'occupe que de son petit moi et voilà. Le pire est probable, mais il n'est pas certain, je crois. Edgar Morin. Ah, est-ce que c'est une phrase qui fait bouger les gens ? Je pense que l'homme est capable d'évoluer. On écoute, s'il vous plaît. Je pense que l'homme est capable d'évoluer physiquement, psychiquement, socialement et spirituellement. Moi, je ne sais pas si je veux changer le monde comme vous tous, j'en suis pas sûre, mais ce que je suis prête à faire, c'est comme le colibri, ma petite goutte d'eau. Le rapport, c'est que le monde court à la catastrophe, peut-être, mais je ne me sens pas capable de changer le monde. Donc, je suis persuadée que le monde court à la catastrophe. Le petit colibri, avec sa goutte d'eau, il ne va pas éteindre le feu de forêt. Mais je suis prête quand même à déposer ma petite goutte d'eau. Madame en bleu au milieu, c'est vous. Je crois aussi à l'espérance de Dieu créateur qui a créé l'homme intelligent, libre et responsable et qui a dit à plusieurs reprises qu'il ne nous laisserait pas tomber. Et le Christ a dit, je laisserai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est ce qui motive mon espérance. Alors, je vous propose, on va prendre encore quelques phrases, et puis après, on va passer à une autre phrase. Il faut qu'il y ait une personne qui réfléchisse et qui vienne me dire une phrase, là, assez prochainement, pour essayer une autre phrase clivante. Mais on continue sur ce débat encore 2-3 minutes. Allez-y. Bien sûr que Dieu est toujours avec l'homme, n'empêche qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Eh ben oui. Je crois bien que Jésus a dit quelque part que lorsqu'il reviendrait sur la terre, il ne sait pas s'il ne trouverait encore une personne qui croit en lui, sauf erreur. Donc il n'était pas si optimiste que ça sur l'espèce humaine, si cette citation est juste. J'aimerais aussi dire que la conférence de Paris aimerait limiter l'augmentation de température à 2 degrés, qu'il y a peu de chances qu'elle y parvienne, parce que des pays comme la Chine et les États-Unis, il faudra des décennies pour qu'ils arrivent à avoir une consommation
acceptable. Donc c'est un énorme paquebot qui doit changer de cap. Donc ils se donnent de toute façon jusqu'à la fin du siècle. Ça donne quand même du temps, mais nous on n'y sera plus. Je voulais dire encore une dernière chose. Je voulais dire que Luther a dit que même si la fin du monde était pour demain, il planterait un pommier aujourd'hui. Dans les deux phrases que j'avais mises. Le Christ a dit « La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Donc le monde peut très bien passer sans cesser l'espérance. Je crois que tous les jours... Je crois que tous les jours, nous avons des choses belles. Je pense à un enfant que l'on voit, dont la beauté est là. Et marqué par tout ce qu'on a dit et la métamorphose qui nous attend, déjà nous en avons une dans l'Église, nous avons François. Et ça suffit. Ce sont des points clés. Je trouve que c'est dommage d'arriver après votre réflexion, mais moi je suis très inquiète et je pense que l'on court à la catastrophe par rapport à l'extension extrêmement rapide de l'État islamique et que personne ne peut l'arrêter. Quand je vois l'espérance des jeunes qui nous ont parlé depuis une semaine, je ne peux qu'espérer avec un grand E. Merci. Il est 17h58 et on finit à 18h, il me semble. À 18h30, alors on a encore le temps. J'avais calé sur 18h. Bon, ben... Pour moi, nier que l'on court à la catastrophe est aussi une incitation à ne rien faire, à ne laisser les choses aller comme elles vont. Alors, on m'a proposé d'autres phrases. Venez dire votre phrase. Donc vous pouvez vous remettre au milieu et on va essayer une autre phrase. Et moi, je vous en veux un peu parce qu'on était tous bien unis et vous nous séparez en deux. C'est pas très sympa. Alors je prends la perche. Ouais. Allô ? Attends. S'il vous plaît. Je prends la perche au bon, ou la balle au bon, pour vous dire qu'en effet, là, on est sur un outil qui joue exprès sur le clivage. Donc, on cherche une phrase qui est clivante. Et vous avez vu qu'en fait, parfois, il y a des personnes qui disent des arguments d'un côté, ils disent « mais pourquoi vous êtes de ce côté-là et pas de l'autre ?» et vice-versa. Et donc, en fait... Ce qui est intéressant, c'est de se montrer qu'on va pouvoir se dire très pour quelque chose ou très contre quelque chose, alors que les arguments peuvent être les mêmes des deux côtés parfois. À l'inverse, donc ça permet justement de se rendre compte que c'est parfois bête d'être dans une logique manichéenne, d'être dans du tous d'un côté et tous de l'autre, et que finalement, c'est un des outils qui permet d'une part ça, et qui permet d'autre part de voir le poids d'un argument, comment ça fait déplacer les personnes. Mais voilà pourquoi c'est manichéen. Il faut bien l'utiliser comme un outil en ayant conscience du côté manichéen demandé. Et après, on n'est pas obligé de... L'idée, bon là on est beaucoup donc c'est compliqué, mais l'idée quand on est un plus petit groupe, c'est de se déplacer aussi sur une graduation du très 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 d'accord au très très pas d'accord, et puis on voit le déplacement sur la gradation, donc on n'est plus dans le pour-contre total. Mais alors, on a une phrase qui, je pense, va être assez clivante. Allez-y. Si on est chrétien et qu'on a lu l'Évangile, on ne peut être que de gauche. Alors, vous êtes d'accord ici, vous n'êtes pas d'accord là-bas. Oui, d'accord ici. Pas d'accord sur votre gauche. Alors, est-ce que vous pouvez bien séparer, parce que là, je ne vois pas où vous êtes, plutôt gauche ou plutôt droite ? Ah, vous n'avez pas le droit d'être au milieu. Ok, donc on voit qu'il y a une majorité de personnes qui sont du côté
pas d'accord cette fois, donc je veux bien plutôt prendre quelqu'un qui est d'accord avec cette phrase. Quelqu'un de la minorité. Oui, je me considère comme de gauche, mais je ne me sens pas représenté par la gauche actuelle. Il y a une nuance. Alors je ne sais pas ce que le monsieur voulait dire comme étant de gauche comme d'appartenance à notre régime actuel, à François Hollande qui est de gauche, ou de gauche par rapport à l'idéologie de gauche qui malheureusement, à mon sens, n'est pas représentée aujourd'hui dans l'échiquier français. On est bien d'accord avec la phrase. Vous pouvez répéter la phrase ? Je disais comme ça, pour faire avancer le schmilblick, si on est chrétien et qu'on a lu l'Évangile, on ne peut être que de gauche. Donc ceux qui sont d'accord sont bien ici, et ceux qui ne sont pas d'accord sont là. On va prendre quelqu'un qui n'est pas d'accord. Oui. Moi, je voulais prendre la parole pour expliquer ma position, parce que j'ai exactement la même argumentation que celle qui vient d'être indiquée, et il s'est placé de l'autre côté. Pour résumer les choses, moi je dirais, parce que c'est le problème de la définition de la gauche, et pour moi il n'est de gauche que d'extrême. Il n'est de gauche que d'extrême. Alors il y a un monsieur d'abord là-bas, oui. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord avec la phrase, parce que pour moi être de gauche ne veut absolument rien dire. Que ceux qui ont lu l'Évangile sont du côté de la solidarité, du bien commun, enfin, même, ok, mais de gauche et de droite, ça ne veut absolument rien dire. Moi, je préfère être du côté de mon cœur, voilà. Alors attendez, il y a une phrase ici, juste devant moi. J'ai eu l'occasion dans ma vie de connaître de près des gens extraordinaires, chrétiens, suivant vraiment l'Évangile et qui étaient de droite. Gauche-droite, c'est une séparation artificielle qui est faite dans un hémicycle qui n'a absolument aucun rapport avec l'Évangile. Alors, je vous propose... Là, on a une série d'arguments qui sont, sans être les mêmes, qui sont dans une même catégorie, de dire gauche-droite, ça n'a pas vraiment de sens. Si vous avez cet argument-là, ça ne sert à rien de le répéter, on l'a déjà entendu, donc on prend plutôt des nouveaux arguments. Un petit peu d'humour, il faudrait changer le credo quand on dit que le Christ est à la droite de Dieu. Dominique ? Alors, ma tendance serait, je suis de gauche, mais je ne me permettrai jamais de juger qui est chrétien ou qui ne l'est pas. Alors ça, c'est un argument qui fait bouger du monde. Alors, moi, il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, mais je voudrais juste citer d'abord une phrase de Jacques Delors que j'aime beaucoup. Et Jacques Delors disait « La nature est à droite, l'homme est à gauche ». Et j'aime beaucoup cette expression. C'est un philosophe suisse qui avait déclaré ça. Donc, la nature est à droite, l'homme est à gauche. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? C'est que la droite et la gauche, ce n'est pas qu'une affaire d'hémicycle, contrairement à ce que vous croyez. C'est une question métaphysique. C'est une question philosophique pour moi. C'est-à-dire que la droite, fondamentalement, c'est gérer le monde, alors que la gauche, fondamentalement, c'est le transformer. Moi, je n'ai pas envie d'être un gestionnaire, j'ai envie d'être un transformateur. Voilà. Il faut peut-être voir quelles valeurs on met derrière la droite et la gauche. Si on pense que les valeurs de la droite, de la politique de la droite, c'est plutôt des valeurs autour de l'individu et non pas du bien commun, et les valeurs de la gauche sont plutôt autour du partage et de la justice pour tous, dans ce cas-là, je suis vraiment du bon côté. Ici, oui. Ça marche. Moi, ça fait déplacer du monde. Je voudrais simplement reprendre une phrase indiquée dans la Croix, il me semble, c'est bien dans la Croix, à propos de Laudato Si, disant que un républicain ultra-libéral a décrété que le pape était le pire, l'homme le plus dangereux du monde parce qu'il était marxiste. Bon, alors moi je suis de ceux qui ont cru que vivre l'Évangile, c'était vivre la lutte pour la justice. Et pendant un grand moment de ma vie, j'ai pensé que c'était la gauche et je le pense encore.
Je comprends que des gens peuvent aussi vivre à droite, mais je trouve que ce jeu, il est pervers. Parce qu'on a des phrases qui sont fausses. Alors on joue à des clivages, à des nuances, c'est pas bon ça. C'est pas un échange, c'est pas de la convivialité, c'est pas grandir ensemble, c'est des conneries, voilà. Bon. Alors. Bon, alors, moi je trouve qu'il y a des questions qui sont extrêmement perverses parce que pour moi, toute question qui exclut, hein, en l'occurrence là, cette question-là, pour moi, elle exclut des gens et je ne me sens pas, en tant que chrétien, le droit de donner des questions qui excluent une catégorie de personnes. Je vais mettre un petit peu d'humour, mais je ne peux pas croire que mes amis de droite iront tous en enfer. Alors, juste, s'il vous plaît, on a une précision, une réponse par rapport à l'exercice, par rapport à ce que vous avez dit, madame, tout à l'heure, sur l'exercice qui clive. Oui, donc je voulais juste répondre sur l'aspect clivant de ce débat mouvant. Donc c'est un outil que j'utilise assez régulièrement avec des élèves en BPREA. Donc à l'école, le diplôme que va faire Yolin, c'est ça. Donc sur les personnes qui veulent devenir en exploitant agricole. Et l'idée, c'est justement que ce soit clivant. Le but, c'est que ce soit une phrase clivante. Moi, je ne permets aucune graduation. C'est soit on est d'accord, soit on n'est pas d'accord. Et l'objectif, c'est juste de voir les arguments qui vont ressortir. Et c'est pas parce qu'on bouge. Moi, je permets par contre de dire, moi, je suis d'accord avec ton argument, donc je fais l'aller. Par contre, ça me convainc pas, donc je fais le retour. Et du coup, je regarde surtout les arguments où il y a la moitié des gens qui vont se déplacer, qui reviennent, d'accord, mais c'est quand même un argument qui va vraiment être marquant. Donc l'objectif pour moi de ce genre d'exercice, c'est vraiment de voir quels arguments vont être plus pertinents, vont toucher plus de monde. Et c'est pas spécialement... Parce que là, après... Une fois qu'on est rentré en confrontation, ce que les élèves ont tendance à faire facilement, hein, à 16 ans, ils vont se positionner dans l'affect et ils vont dire, bon, maintenant c'est fini, je bouge plus de là où je suis. Non, c'est juste, oui, c'est vrai, moi je suis d'accord avec ce que je te dis, mais je retourne à ma place parce que ça ne m'a pas convaincu. Et c'est juste vraiment de voir, voilà, cet argument, il est pertinent et on va peut-être pouvoir travailler dessus si on cherche un argumentaire, si finalement on essaye de bosser ensemble pour aller vers un endroit, quels arguments vont nous toucher nous-mêmes, qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre groupe, et donc de pouvoir appuyer sur ces arguments-là. Voilà, donc c'est l'objectif que ce soit clivant, c'est normal. Alors, juste du coup, suite à cette précision, je vous propose qu'on fasse cet exercice de... On va prendre les arguments, et quand il y a un argument par lequel vous vous sentez touché, vous venez du côté de cet argument et vous avez le droit de repartir en effet pour dire j'ai été touché, mais malgré ça je ne suis pas convaincu. Donc on va jouer à cet exercice-là. D'accord ? Ça vous va qu'on ait cette nouvelle règle du jeu ? Oui, c'est pas mal. Parfait. Oui, je voulais dire que ce qui est intéressant dans le clivant, c'est que ça nous oblige à écouter les arguments. Et c'est le but du jeu. Alors que j'ai joué autrefois avec Patrick Vivray au jeu de la bague de Régnier, où cette fois, on a du vert pour dire qu'on est tout à fait d'accord, du vert pâle, on n'est pas vraiment un peu d'accord. On a le jaune, où on a le droit de dire qu'on hésite. On a le rose, on n'est pas vraiment d'accord, et le rouge, complètement d'accord. Mais on a deux autres couleurs, je dis pour la dame qui est intervenue. On a le blanc pour dire qu'on n'arrive pas à choisir. Et on a le noir pour dire qu'on refuse de voter parce que la question est mal posée. Et alors, on voit bien quand il y a beaucoup de blancs et surtout beaucoup de noirs, en fait, on a le droit de s'arrêter et de ne pas jouer ce jeu-là sur la question en question. Mais c'est un autre exercice. Alors, on va reprendre sur toujours cette même phrase sur les arguments avec la règle du jeu qui vient d'être énoncée avant. Là, on n'a pas de carton rouge, noir, etc. Donc du coup, on ne peut pas les utiliser. Mais j'entends bien la remarque que parfois les questions peuvent être mal posées. Et c'est ça qui crée aussi des troubles pour se positionner. Et c'est vrai que quand on parle de gauche et de droite, on ne sait pas forcément si on parle de la même chose. Voilà. Alors, allez-y. Alors, moi, c'était de dire que si, à la place du mot gauche, il avait été mis le mot droite, je serais du même côté. Oh là. J'allais ajouter que... Choisissez un côté, vous êtes de quel côté ? J'allais ajouter que, implicitement, dire que suivre l'évangile, c'est être de gauche,
n'implique en fait pas forcément d'être de droite. Ne pas vouloir que la gauche soit assimilée totalement aux valeurs de l'Évangile ne signifie pas « je suis de droite ». Ça veut dire « je refuse cette équivalence ». Monsieur. Moi, j'ai une petite remarque. On vient de faire un exercice de clivage qui me semble intéressant. On voit les avantages, mais aussi il y a des inconvénients. Je pense qu'à un moment donné, le clivage, on peut en souper. Je vous rappelle que le président précédent était considéré comme... Mettez le micro bien en face comme ça, parce qu'on n'entend pas bien. On m'a pas entendu. Oui, ils vont me le mettre comme ça marche mieux, effectivement. Donc le clivage, c'est quelque chose d'intéressant au niveau pédagogique, on le voit aujourd'hui, mais il a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Et quelque part, notamment lorsque les questions sont mal posées, on le voit parfois aussi, c'est pas pertinent, on ne voit pas l'intérêt. Et je vous rappelle aussi quelque part que l'ancien président de la République était, lui, particulièrement clivant, et les Français n'ont bien soupé. Je vous propose qu'on reste sur le... On reste sur la question qui a été posée. Et puis, je vais prendre une autre question s'il y en a une autre qui veut être posée. Je suis ni de gauche ni de droite, je suis pour le parti des arbres fruitiers, disait le chanteur Julos Bocarne. Il avait de très beaux textes. J'en prends une ou deux dernières, et puis après j'ai une autre question qui vient de m'être proposée. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je suis pour le vivre ensemble et pas s'égosiller entre la droite et la gauche. Un parti d'union nationale pour le bien commun. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, on n'a pas bien entendu? Je souhaite un parti d'union nationale pour le bien commun. Alors, je vous propose qu'on s'arrête là. Et on a une autre question qui a été proposée, qui est... allez-y. Voter devrait être obligatoire. Vous êtes d'accord, vous allez ici. Vous n'êtes pas d'accord, vous allez là. Voter devrait être obligatoire. Vous êtes d'accord, le vote devrait être obligatoire, vous êtes d'accord, vous êtes ici. Vous n'êtes pas d'accord avec le vote obligatoire, vous allez de ce côté-là. Et on va écouter les arguments. On fait bien attention de voir aussi les mouvements que ça crée, chaque argument. Donc on ne va pas les prendre de manière trop rapide. Alors un premier argument. Peut-être du côté de la minorité. Ce serait peut-être intéressant et possible, mais il faudrait dans ce cas-là introduire le vote blanc. Alors, on regarde les mouvements. Ça déplace, c'est un argument qui déplace du monde. Est-ce que... Et les gens reviennent. Pas tous. Ouais. Attendez, on regarde. Alors... Oui. Je m'attribue la parole puisque je porte le micro. Le problème, c'est que si on le rend obligatoire, il faut, pour appliquer la loi, qu'il y ait une pénalité. Quel genre de pénalité on peut prévoir ? Est-ce qu'il y a des mouvements avec ça? Donc, c'est compliqué de mettre une pénalité pour ceux qui ne vont pas voter. Bon, j'y vais? Ok, allez-y. Moi, personnellement, je souhaite que le plus possible de citoyens s'expriment, mais de là, le rendre obligatoire, non, parce que c'est le début du manque de liberté. Un manque de liberté. Ah, et ça fait pas beaucoup bouger de monde. Rendre le vote obligatoire, ça permettrait de faire baisser l'abstention en faisant entrer dans la culture de l'élection des gens qui n'y sont pas. Une question de culture de l'élection. J'ai toujours entendu dire que voter était un devoir. Est-ce qu'un devoir est obligatoire?
Donc un devoir est obligatoire. Un devoir, pour moi, c'est obligatoire. Un devoir est obligatoire, donc voter devrait être obligatoire. C'est ça l'argument. Je crois qu'il y a beaucoup d'anciens qui se sont battus pour le droit de vote, qui sont morts. Donc, on n'a pas le droit de ne pas voter. Monsieur ? Dans certains cantons suisses, le vote est obligatoire, mais on peut très bien voter blanc. Je pense que c'est dommage de devoir en arriver là, mais je sais qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, j'ai oublié d'aller voter. Oui, j'avais une opinion, j'ai oublié d'aller voter. » Je connais des jeunes qui sont dans ce cas-là parce qu'au fond, ils ne se sont pas rendus compte de tout le travail qui a été fait pour avoir ce droit de vote. Donc il y a une sorte de désinvolture. Et je pense que c'est important qu'on les secoue un petit peu, ces gens, pour qu'ils viennent. S'ils ne votent pas, il y a une sanction mais qui est monétaire, mais qui est faible. Dans ma commune, au bureau de vote, on remarque que c'est les personnes âgées qui votent et les jeunes ne se déplacent pas. Donc dans 10 ans, 20 ans, qu'est-ce que ça va faire ? Le rapport aux politiques est quand même assez dégradé en ce moment. Et quelque part, beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans la politique. Si on les force à voter, qu'est-ce qui va se passer ? Quel est l'intérêt ? Pour eux, ils ne le perçoivent pas. Donc on risque de dégoûter encore plus les gens, c'est ça l'argument. C'est pas un argument qui fait déplacer beaucoup de monde. Je pense exactement l'inverse de ce qui vient d'être dit. Je pense que obliger les jeunes à aller voter, ça fera qu'au lieu de tourner la télé quand on parle des élections, ils diront « Ah, au fait, oui, qu'est-ce que je vais faire ?» Et je pense que ça fait partie de l'éducation des jeunes que de forcer la main. Parce qu'effectivement, spontanément, on préfère rester à manger des chips devant sa télé. Alors, je pense qu'on n'a jamais convaincu personne en l'obligeant à faire quelque chose. On ne convainc jamais personne, on lui donne les moyens de se convaincre. Pour répondre à la question. Ah. La deuxième chose, c'est que je pense que... On reste sur celle-là. Est-ce que c'est quelque chose qui fait bouger ou pas ? Oui, j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui voulaient bouger. Et qui reviennent, pour certains. La deuxième, c'est que le taux d'abstention dans une élection veut dire quelque chose. S'il y a 25% de votants ou s'il y en a 75% de votants, ça veut dire quelque chose. Il faut respecter ça. Et ça veut dire que la question a été mal posée ou ça veut dire que, j'allais dire, la légitimité de celui qui pose la question n'est pas pleine. Et ça veut dire quelque chose. Et si on oblige tout le monde à aller voter, on n'aura pas ce renseignement. On efface l'abstention. Madame, est-ce qu'on s'est posé la question de la liberté quand on a décrété que l'école devait être obligatoire ? Alors, attendez, on regarde. Oui. Bon, il y a eu un tout petit mouvement. Oui. Je crois que c'est une affaire de conviction. Si les gens ne vont pas voter, c'est qu'ils n'en sentent pas la nécessité. On ne peut pas rendre ça obligatoire. Ça veut dire que notre système, on n'est pas assez convaincant et on est mauvais. Et c'est ça qu'il faut travailler. Mais ce n'est pas l'obligatoire qui va rendre cette chose-là faisable. Moi, je propose référendum. Moi, j'avais plutôt le même argument en disant qu'il faut peut-être pas... Enfin, faut arrêter de dire que les jeunes, ils n'ont pas envie d'aller voter et que ça les intéresse pas, la politique. Je trouve que c'est d'ailleurs très, très énervant d'entendre ça. Je pense que si les jeunes, ils vont pas voter, c'est aussi par militantisme et peut-être parce que ils n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas vu l'intérêt d'aller voter ou quand ils votent, ils vont choisir de voter blanc parce que ils se retrouvent pas dans ce qui est proposé et que c'est complètement aberrant ce qui est proposé et que peut-être que pour vous qui la génération bien au-dessus qui ont été peut-être plus amenés à être obligés de voter ou à être plus dans un système où on vous a dit que ça avait été un droit pour lequel vous étiez battus, etc. Et du coup, il faut absolument aller voter parce que c'est un réflexe ou c'est un devoir qui est vraiment entré.
Voilà, moi j'ai commencé par toujours aller voter et maintenant, franchement, je n'ai plus aucune motivation à y aller. Je peux y aller là? Oui. Oui, alors, concernant le vote des jeunes, moi je me demande pourquoi on ne donnerait pas un peu plus d'importance à la carte électorale et qu'un jeune ayant voté et ayant la preuve qu'il a voté aurait peut-être, en présentant ses papiers en cas de demande, un peu plus de poids et on pourrait le prendre un peu plus au sérieux. La carotte plutôt que le bâton? Non, c'est pas de la carotte plutôt que le bâton, mais ça va avec la demande de vote blanc. Mais là, pour cette carte électorale qu'on nous distribue, mais qu'on peut perdre, ça fait rien. Il faut la carte d'identité et tout ça. C'est pas logique. Alors, moi, par principe, je suis pour la liberté d'expression. On l'a beaucoup gagné à la force, la liberté d'expression. Et quand on m'oblige, je résiste. Donc, je pense plus à l'incitation par le témoignage ou par les arguments positifs. Oui, moi j'ai un peu plaidé dans l'autre sens. Pardon. Attendez, il y a des déplacements qui sont en cours. Ouais. Donc ça, c'est un argument qui marche, mais qui fait revenir des gens quand même. Mais ça fait du mouvement. Ouais. Moi, je reviens sur cette idée de droit et devoir. Il y avait quand même une belle phrase dans l'Internationale qui n'a pas dit que des bêtises, c'était « il n'est pas de devoir sans droit ». Et on pourrait dire l'inverse aussi. Parce que quelque part, il y a deux conceptions de la liberté qui viennent d'être posées. Ou bien j'ai le droit de ne pas voter. Ça veut dire finalement, je fais comme si la société n'existait pas, je n'ai pas de rapport avec elle, mais je vais quand même essayer d'en tirer un maximum. Alors que si je me dis, je suis un élément de la société, elle m'a donné des choses, et j'en reçois, et je dois lui en donner, sous réserve que le vote blanc, évidemment, soit reconnu. Eh bien, je pense qu'il faut que le vote soit obligatoire. Et pour dire... Et je voudrais ajouter pour Fanny, contrairement à ce qu'elle a dit, mais on n'est pas de la même génération, que moi j'étais vraiment en attente de mes 21 ans pour pouvoir voter François Mitterrand en 65, parce que j'avais juste l'âge. Donc toute ma génération qui était très politisée, on était heureux de pouvoir enfin aller voter. Voilà. Aujourd'hui, quand on vote, le vote blanc n'est pas considéré. S'il vous plaît, c'est juste mis en bas des feuilles de vote pour avoir assisté à un dépouillement de vote avec la chandelle qu'on laisse allumer. Il n'y en a pas beaucoup qui doivent le savoir. Quand on dépouille un vote, les bulletins blancs nuls ne sont pas sont comptés en bas, mais sur la finale, les pourcentages, ils ne sont pas comptabilisés. Aujourd'hui, si vous voulez être reconnu dans votre choix, que si aucun candidat ne vous intéresse, la seule possibilité que vous ayez pour être reconnu, c'est l'abstention, parce que les médias en parlent. Non, les médias ne tiennent pas compte des votes blancs. Ce ne sont que les abstentions. Et quand on va au bureau de vote, heure par heure, vous voyez le taux de participation. Et ça, les médias, ils tiennent compte des abstentions, mais pas des votes blancs ou nuls. Et le jour où les votes blancs ou nuls seront mis dans les pourcentages, effectivement, comme ça a été dit, là oui, on pourra peut-être proposer l'obligation de vote, mais aujourd'hui, je trouve plus intéressant qu'on incite les jeunes à aller à s'intéresser à la politique et à choisir d'aller voter, plutôt que de les obliger à y aller. J'ai des élèves qui, eux, étaient contents d'aller voter, mais je ne sais pas si au final, ils y ont été. Ok, merci. Moi, je voudrais parler de la loi sur la parité. Beaucoup de personnes étaient contre, même des femmes. Et du jour au lendemain, j'étais dans un conseil municipal avec 5 femmes. Nous sommes passés à 18. Et je peux vous dire que ça a beaucoup changé les choses. Et que ce jour-là, ils ont dit, mais les femmes, il faudra trouver des femmes capables, des femmes ceci. En fait, elles ont fait leurs preuves. Et la parité est une bonne chose. Donc le vote obligatoire, je suis pour. Ouais. Alors, moi, je suis pour la liberté d'expression, mais par contre, j'ai peur, une peur terrible, que le jour où personne ne votera, ce soit une minorité qui domine le monde, parce que
il y a des gens qui ne se dérangeront plus pour aller voter et que le pouvoir appartient à ceux qui sont élus, même s'ils sont élus par une minorité. Oh, j'ai une question. Ceux qui veulent qu'on continue à gauche et ceux qui veulent qu'on arrête à droite. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut qu'on arrête. C'est une belle conclusion pour la démocratie. C'est que si le vote devient obligatoire et que les abstentions et la majorité, est-ce que le résultat... Du coup, je vais remercier Armel, parce que Dominique me laisse le micro. Un grand merci à Armel qui nous a permis de comprendre certaines choses et puis d'alimenter le débat que vous allez avoir à table. Voilà. Alors, je vais monter pour que vous me voyez. Alors, juste, écoutez-moi. Vous n'avez pas le choix, vous devez m'écouter. Voilà. Alors, là, vous n'avez pas le choix non plus. Donc, ceux qui sont... je rectifie un peu les infos de tout à l'heure. Ceux qui sont logés au camping du Pibest, c'est-à-dire ici. C'est bien si vous ramenez vos draps donc, à l'accueil demain matin. Par contre, tous les autres, camping de la Tour, résidence Bellevue, gîte Villadou, le gîte Abbas, le camping Le Rural, vous défaites vos lits, mais vous laissez vos draps sur place dans vos chambres. C'est compris ? Ok. Alors, deuxième chose, vous avez encore une feuille dans votre dossier qui n'a pas encore servi. Écoute, s'il vous plaît, merci. Vous avez encore une feuille dans votre dossier qui n'a pas servi, qui est intitulée « Fiche d'évaluation ». Donc, si vous avez le temps, avant de dormir et d'avoir refait le monde jusqu'à minuit ou 2 heures du matin, vous remplissez cette feuille d'évaluation et vous nous la remettez demain avant de partir. Quand vous partez, on mettra des boîtes ou des je sais pas quoi, où on récupérera en même temps vos fiches d'évaluation et vos badges, parce qu'ils serviront pour l'année prochaine. Si vous avez